Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'acoustique. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante qui montre une personne guidant le décollage d'un avion de chasse sur un porte-avions. Et posons-nous la question suivante, pourquoi cette personne porte-t-elle un casque audio? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est une onde sonore. Ensuite, nous verrons l'effet Doppler. Et enfin, nous parlerons de niveau d'intensité sonore. Qu'est-ce qu'une onde sonore? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le dessin suivant qui représente ici un haut-parleur. Donc ça va être un émetteur d'ondes sonores. Et ici une oreille, donc un récepteur d'ondes sonores. Et entre les deux, donc, nous avons de l'air représenté par les petits points en noir que vous voyez là. Alors, comment fonctionne le haut-parleur? Le haut-parleur, soumis à une tension, va voir ici sa membrane, qui est relativement fine, se mettre en mouvement, osciller, vibrer. Cette vibration va être communiquée aux molécules d'air qui sont au contact de la membrane. Et ce mouvement oscillatoire de vibration va se communiquer de proche en proche en direction de l'oreille. La conséquence de ce mouvement va entraîner, ce que vous voyez quand les molécules ici sont regroupées, on va appeler ça une compression d'air, et lorsqu'elles sont plus espacées, une détente. Concrètement, ça va entraîner une variation de pression. Là, on va avoir une haute pression et là, une basse pression. Donc, pour résumer, on peut dire que le son, c'est une onde mécanique progressive qui se propage dans l'espace à 3 dimensions. Comme toute onde mécanique, contrairement aux ondes électromagnétiques, le son a besoin d'un support matériel pour se propager. Donc ici, c'était un support, c'était l'air, donc c'était un support gazeux. Ça peut être aussi de l'eau, un support liquide, ou une barre métallique, et donc un support solide. Il faut retenir aussi que ce n'est pas la matière qui se déplace. Les molécules d'air qui sont situées ici ne vont pas se retrouver à côté de l'oreille ici. Elles vont rester là, et qu'est-ce qui se propage en fait? C'est la perturbation, donc l'énergie qui fait se déplacer localement les molécules. Au niveau d'une onde sonore, ce sont les molécules d'air qui vont se déplacer longitudinalement et entraîner des variations de pression. Et l'oreille, plus précisément le tympan dans l'oreille, va être, c'est l'inverse du haut-parleur, va être sensible à ces variations de pression. Notre cerveau va interpréter ces variations de pression captées par nos tympans comme une onde sonore, comme un signal sonore. Quelles sont les grandeurs qui vont caractériser une onde sonore? On va en distinguer 3. La première, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc pour une onde sonore, on peut mesurer ce qu'on appelle la pression de l'onde. Et donc on notera Pmax, l'amplitude de l'onde sonore, qui est en Pascal. Ensuite, la deuxième grandeur sera la période, que l'on notera T majuscule, et l'unité sera la seconde. Alors on verra plus tard qu'il y a un lien entre ces deux grandeurs, la période et la fréquence. La fréquence, elle, on notera F minuscule, et son unité, c'est le Hertz, de symbole Hz. Et la troisième grandeur, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, que l'on notera avec la lettre grecque lambda, et son unité sera le mètre. Alors, on va présenter les deux premières grandeurs ici, grâce à l'illustration que vous voyez là. Ici, vous avez un haut-parleur qui va donc générer une onde sonore. L'onde sonore n'est pas visible par nos yeux, parce qu'elle se propage. Donc là, pour l'illustrer, on a représenté la matière, soit lorsque c'est blanc, là, on va considérer que c'est une dépression, c'est-à-dire peu de molécules au mètre cube, et en noir, une surpression, beaucoup de molécules au mètre cube. Et ici, nous avons un capteur qui est placé dans l'espace, situé à cette distance du haut-parleur, et il va enregistrer au cours du temps la pression générée par le passage de l'onde. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc je vais zoomer ici, donc voilà le graphique. Donc ça représente la pression au cours du temps. Alors, tout d'abord, on va faire apparaître ce qu'on appelle la pression moyenne. Donc c'est le triangle pointillé ici. Et donc vous voyez que la pression va osciller entre une valeur minimum là et maximum là. Et bien l'amplitude, en fait, c'est la différence de pression entre la pression maximale et la pression moyenne. Donc ça, c'est la, si vous voulez, la surpression maximale qui est générée par l'onde. Ensuite, je vais vous faire apparaître ce qu'on appelle la période. Donc la période, c'est quoi? Alors vous voyez, j'ai défini par rapport à ces deux points minimum là, de la courbe. J'aurais pu aussi le définir par rapport aux deux maximums. Mais partons là-dessus. Donc, à un instant, la pression au point où est situé mon capteur là est minimum. Elle va augmenter au passage de l'onde, puis elle va diminuer. Donc la durée nécessaire pour passer de cet état minimum de pression à cet état-là, de nouveau minimum de pression, c'est ce qu'on appelle la période. Et donc c'est une durée. Concrètement, ici, si je devais la mesurer par rapport à l'échelle qui est mentionnée ici, donc après là, je vais dire que j'ai 2 fois cette longueur-là, donc je peux dire que j'ai une période de 2 millisecondes. Quel est le lien entre la fréquence et la période? La fréquence, c'est le nombre de fois que se répète le phénomène périodique en 1 seconde.
Comme on avait vu que la période, c'est la durée nécessaire pour que le phénomène périodique se répète, en fait, il existe une simple relation entre ces deux grandeurs, qui est la suivante. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc la période doit être exprimée en secondes, et si on fait 1 sur t, on obtient la fréquence en hertz. Alors après, je vous fais apparaître ici un graphique qui va nous représenter les différentes fréquences du son, et en fonction de ces fréquences, on va définir ce qu'on appelle les sons audibles, donc perceptibles par nos oreilles, et les sons inaudibles. Donc pour qu'un son soit audible, il faut que sa fréquence soit supérieure à 20 Hz. En dessous de 20 Hz, on va parler d'infrasons. Certains animaux captent ces ondes sonores, mais nous, on n'arrive pas à les entendre. Au-delà de 20 000 Hz, là on va parler d'ultrasons, donc pareil, ce sont inaudibles. Entre ces deux limites, donc entre 20 et 20 000 Hz, donc les sons sont audibles. Entre 20 et 200 Hz, on appelle ces sons les sons graves. Entre 2000 et 20 000, les sons aigus. Et entre ces deux valeurs, donc entre 200 et 2000, on va parler de son médium. Qu'est-ce que la longueur d'onde? Pour répondre à cette question, nous allons de nouveau utiliser la même représentation que dans la diapo précédente, où l'on voit ici un haut-parleur et une onde sonore qui se propage. Et pour la visualiser, parce qu'on ne peut pas la visualiser normalement avec nos yeux, on a représenté ici l'état des molécules d'air. Donc en blanc, on va considérer qu'il y a une sous-pression, c'est-à-dire une moindre concentration en molécules d'air, et en noir, une surpression. Et donc là, c'est une représentation, donc comme une photo à un instant T de ce qui se passe dans l'espace. Et donc là, on va pouvoir repérer ce qu'on appelle la longueur d'onde. Je la fais apparaître ici. En fait, c'est une distance en mètres qui sépare deux points de l'espace qui sont dans le même état, par exemple ici, une surpression. Donc dit autrement, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points de l'espace parcourus par l'onde dans le même état. Donc on note cette grandeur lambda et son unité c'est le mètre. Alors ici, imaginons que je veuille mesurer la longueur d'onde. Pour être plus précis, je vais mesurer une distance plus grande qu'une longueur d'onde, c'est-à-dire un nombre entier de longueurs d'onde. Vous voyez, si je pars d'ici, là il y a une longueur d'onde, deux longueurs d'onde, trois longueurs d'onde, avec la croix là qui apparaît ici. Et donc 3 longueurs d'onde correspondent à 231,5 cm. Donc si je calcule une longueur d'onde, je divise cette valeur numérique par 3. J'obtiens 77,2 cm. Et si je le convertis en mètres, qui est l'unité légale de la longueur d'onde, j'obtiens 0,772 mètres. Voici deux graphes qui vont nous permettre de bien distinguer les deux périodicités que l'on vient de voir. À gauche, vous avez ce qu'on appelle la périodicité temporelle, qu'on appelle aussi la période, que l'on note grand T. Et à droite, la périodicité spatiale, qu'on appelle aussi la longueur d'onde, et que l'on note lambda avec la lettre Y. Qu'est-ce qui est distinct? Vous voyez, donc, chaque fois, vous avez la même courbe qui est représentée, mais ce qui va être différent, c'est par rapport à quoi elle est représentée. Donc là, c'est par rapport à une distance, ça, c'est par rapport à un temps. Comment j'obtiens ce graphe? Là, il suffit de faire une photographie. Si je photographie l'espace qui est en train d'être parcouru par une onde sonore, et si je pouvais visualiser l'onde sonore, c'est ce que je verrais. Et la longueur d'onde, ou périodicité spatiale, c'est la distance qui sépare deux états de la matière dans le même état consécutif. La périodicité spatiale, elle, on l'obtient si, à un point de l'espace, on va mesurer, par exemple, la pression, donc grâce à un capteur, et représenter cet état de la matière à un point au cours du temps. Et donc la périodicité temporelle, c'est la durée qui va s'écouler pour qu'à un point de l'espace, on retrouve le même état. Donc un état maximum de pression, et je le retrouve ici, donc c'est la durée qui s'est écoulée. Alors maintenant qu'on a bien défini ces deux périodicités, on va voir quel est le lien entre ces deux périodes. Pour ça, je vais vous donner une autre définition de la longueur d'onde. La longueur d'onde peut être définie ainsi, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Et on va noter petit c, comme la première lettre de célérité. Alors célérité, c'est une vitesse, sauf que la vitesse en général, on la donne pour des objets qui ont une masse. Et comme là, ce qui se propage, ce n'est pas de la matière, mais de l'énergie, on va parler de célérité. Donc c'est la vitesse de propagation d'une énergie. Donc si j'applique cette définition, la longueur d'onde, c'est une distance que parcourt l'onde avec cette vitesse-là, c, ou célérité, fois la durée. Et donc c'était pendant une période. La période temporelle, donc fois t. Donc voilà la relation entre la longueur d'onde, donc périodicité spatiale, et la périodicité temporelle. Et alors comme vous l'avez vu, donc je vous fais apparaître ces unités, la longueur d'onde est en mètres, la vitesse en mètres par seconde, et la période en secondes. Comme vous l'avez vu, pour les ondes sonores, et en général pour une onde, on va préférer parler de fréquence. Donc on peut remplacer la période par la fréquence, en fait c'est la période égale 1 sur f, et donc on a cette relation aussi, la longueur d'onde égale à c sur f. Qu'est-ce que l'effet Doppler? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser une animation. Voici l'animation, avec ici une voiture qui va se déplacer à une certaine vitesse, ici 100 km/h, et imaginons que cette voiture émet un son avec une fréquence de 500 Hz.
Là, la scène va avoir lieu avec ici un microphone. Donc je lance la voiture. Donc vous l'avez entendu, avant le passage du microphone, le son émis par la voiture est aigu et il est plus grave lorsqu'il passe le microphone. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Une voiture émet un son pur avec une fréquence de 500 Hz. Elle se déplace à une vitesse de 100 km/h. Donc on enregistre ce son avec un microphone qui est fixe par rapport au sol. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que la fréquence du son enregistré est différente selon que la voiture s'approche ou s'éloigne du microphone. Donc voici un graphique qui représente ceci. Donc rappelez-vous, la fréquence émise par la voiture est de 500 Hz. Par contre, lorsque la voiture va s'approcher du microphone, on aura une fréquence plus élevée, donc un son plus aigu. Et une fois que la voiture a passé le microphone, donc elle s'éloigne de celui-ci, vous voyez que la fréquence cette fois-ci va être inférieure à 500 Hz, donc on va avoir un son plus grave. Comment interpréter l'effet Doppler? Pour répondre à cette question, nous allons imaginer la situation suivante où en rouge ici on a un émetteur qui va émettre une onde sonore caractérisée par une fréquence f et une longueur d'onde lambda. À côté de lui, un récepteur qui sera tout le temps fixe et qui va pouvoir enregistrer l'onde sonore qui va être caractérisée par une fréquence f' et une longueur d'onde lambda'. Première situation, l'émetteur est fixe par rapport au récepteur. Donc ce que vous voyez là en rouge sont les ondes émises par l'émetteur. Et donc comme le récepteur et l'émetteur sont fixes les uns par rapport aux autres, en fait le récepteur va recevoir le même signal que celui qui est émis par l'émetteur. Là je vous fais apparaître la longueur d'onde, et donc ce qu'on peut dire c'est que lambda' égale lambda, et donc logiquement f' égale f. Deuxième situation maintenant, l'émetteur se rapproche du récepteur. Donc vous voyez, chaque fois que l'émetteur émet une onde, en fait en même temps il se déplace. Donc il n'est plus au centre, vous voyez, du cercle là, il se rapproche de l'extrémité vers en fait le récepteur. L'onde suivante va subir le même phénomène avec le déplacement donc, de l'émetteur. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la longueur d'onde du signal capté par le récepteur là, va être plus petite que la longueur d'onde émise par l'émetteur. Donc on a cette relation là. Et alors là je vous rappelle la relation qui relie la longueur d'onde à la fréquence. Moi, si une fois que je connais lambda, je veux calculer la fréquence, il faut que j'isole ici la fréquence, donc c'est f égale c sur lambda. Donc comme lambda' est inférieur à lambda, et bien la fréquence f' sera supérieure. Et ainsi, le son enregistré par le récepteur sera donc plus aigu que le son émis par l'émetteur. Troisième situation maintenant, l'émetteur s'éloigne du récepteur. L'émetteur émet donc son onde, mais en même temps se déplace vers la droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le récepteur, lui, il va percevoir une longueur d'onde qui va être plus grande que la longueur d'onde caractéristique du son émis par l'émetteur. Donc, on a lambda' fois lambda, et donc, selon le même principe, là, cette fois-ci, f' sera inférieur à f, donc le son enregistré par le récepteur ici sera plus grave que le son émis par l'émetteur. Quelle est la relation entre f et f'? Pour établir cette relation, nous allons repartir de l'exemple suivant où notre émetteur, qui émet un son avec une fréquence f et une longueur d'onde lambda, se déplace, se rapproche même du récepteur ici en bleu. Et on va noter v, la vitesse de déplacement de l'émetteur par rapport au récepteur. Je vous fais apparaître ici la longueur d'onde lambda', qui est plus petite que la longueur d'onde lambda. Voici la relation qu'il y a entre lambda' et lambda. Lambda' est égal à lambda moins la distance parcourue par l'émetteur pendant une période. Donc c'est bien la vitesse de déplacement fois la durée donc, qui correspond à une période. Une fois que je suis là, je vais faire apparaître donc la période T' du signal de l'onde sonore reçue par le récepteur. Donc je remplace lambda' par C fois T', lambda par C fois T. Une fois que je suis là, je vais tout diviser par C, donc ça me fait T' égale T moins V sur C fois T. Je mets T en facteur pour le membre ici de droite, donc ça me fait T facteur de 1 moins V sur C. Et une fois que je suis là, je vais faire apparaître les fréquences. Donc je vais remplacer T' par 1 sur F' et T par 1 sur F. Comme moi je veux la relation entre F' et F, je vais faire l'inverse de cette égalité là. Donc ça me fait F' égale F facteur de 1 que divise 1 moins V sur C. Donc voilà, nous avons établi la relation entre la fréquence du signal reçu par le récepteur en fonction de la fréquence du signal émis par l'émetteur. Maintenant, imaginons que l'on se place dans la situation où l'émetteur
s'éloigne du récepteur. Alors qu'est-ce qui change dans notre relation ici que nous avons établie? En fait, cette fois-ci, lambda prime sera plus grand que lambda. Donc il faut remplacer ici le moins par un plus. Et donc tout le raisonnement après est similaire. Et donc vous voyez, ce qui change là, on a ce plus à la place du moins. Quelle grandeur permet de savoir si un son est plus ou moins fort? Alors imaginons que l'on a en notre possession un haut-parleur de forme sphérique. Alors celui-ci va générer une onde sonore, et cette onde sonore va être caractérisée par une certaine puissance qui va se répandre dans l'espace autour de l'émetteur. Donc cette puissance en fait se répand sur une surface sphérique. On va utiliser un appareil qu'on appelle le sonomètre qui va nous mesurer une grandeur qui va être liée à la puissance qu'on appelle la puissance surfacique ou aussi intensité sonore. Ça s'exprime en watts en mètre carré et c'est la puissance ramenée à 1 mètre carré de surface. Quelle grandeur est affichée par le sonomètre? En fait, il ne s'agit pas de l'intensité sonore mais d'une autre grandeur qui s'appelle le niveau d'intensité sonore que l'on note par la lettre L majuscule et dont l'unité est le décibel de symbole dB. Alors voici la relation qui relie ce niveau d'intensité sonore à l'intensité sonore. C'est 10 fois log de I sur I0. Donc on retrouve, vous voyez ici, la même fonction qu'on avait utilisée pour relier le pH à la concentration en ion oxonium. L'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré et L va s'exprimer en dB. Alors I0 que vous voyez ici apparaître, c'est ce qu'on appelle l'intensité sonore de référence et ça vaut 10-12 watts par mètre carré et ça correspond à la valeur minimale d'intensité que nos oreilles peuvent détecter. Alors pourquoi est-ce que on utilise le niveau d'intensité sonore et non pas l'intensité sonore? Alors c'est le même principe que l'on avait vu entre la concentration en ion oxonium et le pH. En fait, l'intensité sonore va varier, alors je vais vous le faire apparaître ici, entre 10-9 pour une bibliothèque jusqu'à 10 pour un avion de décollage au maximum. Donc vous voyez, la représentation de ces valeurs sur une échelle linéaire serait illisible. C'est pour ça que l'on passe par cette fonction log base 10 qui nous permet d'avoir des valeurs beaucoup plus pratiques pour les représenter. Donc vous voyez, si j'applique cette relation donc ici avec la valeur de i, avec les différentes valeurs de i là, voilà ce que j'obtiens. Ça varie de 30 jusqu'à 130, donc c'est beaucoup plus pratique à représenter que les valeurs qui sont ici. Donc dit autrement, la fonction logarithmique base 10 log permet d'obtenir une échelle plus pratique et c'est le cas, c'était le cas lorsqu'on avait utilisé la fonction pH et c'est le cas ici en utilisant la fonction niveau d'intensité sonore. À partir de quel niveau d'intensité sonore est-on en danger? Pour répondre à cette question, nous allons étudier le document suivant. Ici, vous voyez différents niveaux sonores exprimés en décibels apparaître avec un code couleur. Pour les niveaux d'intensité sonore compris entre 60 et jusqu'à 80, il n'y a aucun risque. Entre 80 et 90, on rentre dans la limite de nocivité. C'est-à-dire qu'au-delà de 90, nous allons être en danger. Donc entre 90 et 120, on a des sons nocifs et au-delà de 120, on a des sons exceptionnels qui vont entraîner des dommages irréversibles dans les oreilles. Ici, vous voyez qu'en fonction du niveau d'intensité sonore, on va définir les durées maximales à ne pas dépasser par jour pour ne pas entraîner des dommages au niveau de nos oreilles. Nous allons nous poser la question suivante. Quelles sont les solutions pour se protéger d'un niveau sonore trop élevé? Logiquement, on va répondre qu'il faut diminuer le niveau d'intensité sonore et donc l'intensité sonore. Donc, on rappelle la relation entre le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore. Et on sait aussi que l'intensité sonore, c'est le rapport de la puissance sur la surface. Donc il va y avoir deux possibilités. La première, ça va diminuer donc la puissance sonore. Et pour cela, la méthode consiste à utiliser des matériaux qui vont absorber les sons et donc entraîner une diminution de cette puissance sonore. Deuxième possibilité, c'est de jouer sur la surface sur laquelle se répand l'onde sonore. Plus cette surface sera grande, plus l'intensité sonore sera faible. Ainsi, il suffit de s'éloigner de la source. Plus on s'éloigne de la source, plus on augmente la surface sur laquelle se répand l'onde sonore et plus donc on diminue l'intensité sonore. Pourquoi l'intensité sonore diminue lorsqu'elle traverse un milieu absorbant? Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur le dessin suivant. Ici, vous avez une source sonore qui va émettre une puissance sonore, représentée ici sous forme d'énergie incidente. Et lorsque cette énergie incidente arrive au niveau d'un milieu absorbant, il y a seulement une partie qui va être transmise à travers ce milieu. Le reste va être soit absorbé, soit réfléchi. Nous, on va utiliser les grandeurs intensité sonore de sortie ici
et intensité sonore d'entrée ici. Et par rapport à ces deux grandeurs, on va définir ce qu'on appelle l'atténuation qui va s'exprimer en décibels. Donc voici comment on définit donc cette grandeur d'atténuation. C'est le niveau d'intensité sonore à la sortie moins le niveau d'intensité sonore à l'entrée. Et donc si je remplace l'expression du niveau d'intensité sonore pour les deux termes ici, j'obtiens ceci. Alors là, je vais mettre 10 en facteur. Et en plus, je vais utiliser une propriété des logs qui dit que le log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Donc vous voyez, j'arrive à cette expression-là. Et les deux logs de I0 vont s'annuler puisqu'ils sont opposés. Et donc, au final, j'obtiens cette relation-là. L'atténuation, c'est 10 log de l'intensité sonore de sortie divisé par l'intensité sonore d'entrée. Et comme on a vu que, alors je précise les unités, mais il n'y a pas de souci, l'intensité sonore, c'est en watts au mètre carré. Et l'atténuation sera donc en dB. Le niveau d'intensité sonore sera forcément inférieur à la sortie qu'à l'entrée, donc l'atténuation sera négative. Pourquoi l'intensité sonore diminue lorsqu'on s'éloigne de la source sonore? Alors, pour répondre à cette question, je vais reprendre l'exemple de mon haut-parleur de forme sphérique et on va considérer qu'il émet dans tout l'espace qui l'environne. Ainsi, donc cette source sonore va être caractérisée par sa puissance P, exprimée en watts, et je vais considérer que la puissance sonore se répartit, s'étale sur des surfaces sphériques. Et là, je vous rappelle l'expression de la surface d'une sphère, c'est 4pi fois r carré. Alors, en premier temps, on va situer à une distance R1 par rapport au centre du haut-parleur ici. Et donc là, je vais pouvoir calculer la surface sur laquelle va s'étaler la puissance lorsque je me trouve à cette distance-là. Donc, c'est la surface d'une sphère. Donc, c'est 4pi fois R1 au carré. Donc, je peux exprimer ainsi l'intensité sonore en faisant le rapport de la puissance émise par le haut-parleur divisé par cette surface. Maintenant, imaginons que je me situe à une distance R2 plus grande que R1. J'applique le même raisonnement et je calcule une nouvelle intensité sonore. Et on voit bien que I2 est inférieur à 1 parce que R2 est plus grande que R1. Ainsi, lorsque je m'éloigne de la source sonore, en fait, l'intensité sonore diminue parce que la surface sur laquelle s'étale la puissance sonore augmente. Donc de manière générale, on peut dire que l'intensité sonore est proportionnelle, donc d'où ce cas-là, à 1 sur d carré. D étant la distance à laquelle se trouve le récepteur par rapport à l'émetteur. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Pourquoi cette personne porte-t-elle un casque audio? En fait, lorsqu'un avion de chasse, tel que l'on voit sur la photo, décolle, il va émettre une puissance sonore qui va correspondre à un niveau d'intensité sonore de 120 dB. Et si on regarde quelle est la conséquence de ce niveau d'intensité sonore, c'est que ça peut entraîner des dommages irréversibles au niveau des oreilles. Donc cette personne, si elle ne porte pas de casque, met en danger son système auditif. Donc elle va se protéger à l'aide d'un casque. Donc ce casque va atténuer le niveau d'intensité sonore reçu par ses oreilles. On va calculer justement l'atténuation A nécessaire pour que la personne soit protégée. Et on va se placer à la limite de nocivité au niveau des 90 dB. Donc pour trouver la valeur de l'atténuation, il suffit de soustraire donc 90 à 120. Et on trouve une valeur négative, ce qui est normal, c'est une atténuation. Et donc le casque doit créer une atténuation de moins de 30 dB pour que la personne ne mette pas ses oreilles en danger. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.